Bonjour, bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui. Juste pour confirmer, vous êtes à la séance RUH6, Dormir dehors à Montréal, constat, solutions et innovation municipale. Je m'appelle Ange Villeneuve, je suis la traductrice de l'ACMFI, l'organisme qui organise le congrès. Donc, bonjour, bienvenue. Hi, j'ai aussi envie de dire Sego, qui est la façon de dire bonjour en Ghanaian-Gaha. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire appelé Tiohtià:ke en langue Ghanaian-Gaha et Munyang en langue Anishinaabe-Moen. Cette île a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations, notamment les Ghanaian-Gahaga de la Confédération Haudenosaunee et les Huron-Wendat, les Abénaquis et les Anishinaabeg. Mon papier. Simultaneous interpretation is offered during this presentation, so please collect your headset at the booth on level 2, and there will also be simultaneous translated subtitles during the presentation. Donc aujourd'hui, on va entendre 3 présentations qui vont durer au total environ 1 heure. Ça va être suivi d'une période de questions d'une trentaine de minutes. Donc la première présentation va être de Maude Séguin, qui est conseillère en planification et dans le service de la diversité et de l'inclusion sociale. Ensuite, il va y avoir une présentation de Patricia Ajali, qui est conseillère en planification, aussi au service de la diversité et de l'inclusion sociale. Et on va ensuite terminer avec une présentation de Hafsa Daba, qui est chef de division projet des services de l'habitation, et Axel Adam, qui est directeur de programme logement dans l'organisme L'Anonyme. Donc, à vous. Donc, bonjour. Contente de voir beaucoup de monde, contente de voir des visages connus aussi. Donc, Maude Séguin, je suis conseillère en planification itinérance à la Ville de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une démarche de réflexion intersectorielle que la Ville a menée en 2024, soit la démarche du comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes qui dorment dehors à Montréal. D'abord, la Ville reconnaît que nous vivons sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Ghanaian-Gahaga Mohawk de son hospitalité en territoire non cédé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la démarche, of course, désolée, de ses objectifs, des principaux défis rencontrés aussi au cours de cette démarche-là ou en amont, les constats des membres et de quelques pistes de solutions prometteuses. Principalement en ce qui a trait à l'espace public, parce qu'on a 2 présentations qui sont vraiment sur les solutions hébergement et logement. Avant de rentrer dans les détails plus des travaux du comité, il y a quelques éléments de contexte qui sont importants pour les personnes qui ne viennent pas de Montréal, pour comprendre les défis qui sont propres à notre ville. À Montréal, en 2022, on dénombrait 4 690 personnes en situation d'itinérance, dont à peu près 800 qui dormaient dans l'espace public. C'est des chiffres qui ne montrent pas aussi l'itinérance cachée. Ça date de 2022. Donc, on s'entend de façon générale pour dire que la tendance est probablement à la hausse pour les prochains résultats qui vont sortir. Le contexte partenarial de Montréal est aussi assez unique, complexe. On est composé de 19 arrondissements, donc les secteurs en rouge, de 15 villes liées, les secteurs en gris. Sur ce territoire-là, il y a aussi 5 centres intégrés universitaires de santé et services sociaux, les CIUS, qui sont les bras opérationnels du réseau de la santé, si on résume simplement. On a 29 postes de quartier du service de police et il y a environ une centaine d'organismes communautaires qui vont travailler en partie ou en totalité sur les questions d'itinérance. Il y a aussi un contexte particulier au niveau des rôles et responsabilités des compétences des villes au Québec. Les villes québécoises se distinguent de celles du reste du Canada à plusieurs égards. Principalement au Québec, les investissements en santé, services sociaux, donc tout ce que vous allez voir en services de proximité, santé mentale, dépendance, sont sous responsabilité provinciale.
Les villes vont plutôt être interpellées sur les enjeux de cohabitation sociale, d'inclusion, la gestion de l'espace public, les services d'urgence, les travaux publics. Les villes ont certaines compétences en logement, mais les principaux investissements viennent encore des autres paliers de gouvernement, les paliers supérieurs. Un exemple de mise en contexte pour les personnes qui ne viennent pas de Montréal. Par exemple, l'enveloppe vers un chez-soi, Reaching Homes, ailleurs au Canada, c'est administré par les villes, mais à Montréal, au Québec, en fait, c'est rattaché au ministère de la Santé et ce sont les CIUS qui vont les opérationnaliser, les administrer. Pour ma part, ça va bientôt faire 10 ans que je travaille pour la Ville de Montréal, 5 ans en itinérance. Et même si on travaille avec des organismes communautaires à chaque semaine, on a rarement des occasions de dialogue approfondi. On se parle souvent pour régler des problèmes, avec un sentiment d'urgence pour développer des projets avec des courts délais. Dans le domaine de l'itinérance, vous le savez mieux que moi, tout évolue très rapidement, les besoins sont nombreux, les projets se multiplient et il devient aussi de plus en plus difficile de s'arrêter pour vraiment prendre le temps de réfléchir ensemble, s'aligner. Pourtant, c'est un temps d'arrêt qui est essentiel, non seulement pour aligner des objectifs partagés, mais aussi pour bâtir des ponts professionnels qui sont plus solides, puis au final, on est prêt, on gagne en efficacité quand vient le temps de développer des projets. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un comité? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer un autre espace de discussion à la Ville avec ce comité ad hoc-là? Il y a une augmentation de l'itinérance visible qui est importante à Montréal. Ça amène aussi une augmentation des attentes envers la Ville, que ce soit de la population générale, des organismes communautaires, d'autres partenaires. La Ville se retrouve, les villes en fait, je pense que c'est une situation que plusieurs collègues d'autres municipalités peuvent se reconnaître. Les villes se retrouvent souvent dans une situation un peu damned if you do, damned if you don't, c'est-à-dire si on agit, ça fait pas plaisir à une partie de la population, puis si on n'agit pas, il y a d'autres personnes aussi qui nous le reprochent. Donc on doit conjuguer avec beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins pour lesquels des fois on n'a pas tous les leviers ou toutes les réponses. Avec ce sens-là, on avait un constat répété que les responsabilités de la Ville en itinérance sont difficiles à comprendre. Il y avait aussi des sujets en itinérance qui n'avaient pas d'espace de discussion dédié entre les partenaires à Montréal. C'était entre autres le cas pour la question des campements. Quand on avait des échanges de discussion sur la question des campements, bien, rapidement, ça pouvait devenir assez polarisé. C'est encore un peu le cas aussi. Donc, on avait besoin d'un espace où on pouvait un peu sortir de nos réflexes de représentation pour vraiment axer sur le contenu. La Ville, elle voulait aussi recueillir des commentaires, des idées de ses partenaires sur des choses qu'elle voulait défendre pour elle-même ou qu'elle voulait amener comme réflexion à d'autres paliers de gouvernement. Donc, on voulait avoir un peu du feedback par rapport à ça. Et finalement, on avait besoin d'un espace qui allait parler spécifiquement de l'itinérance non hébergée, des enjeux et des besoins des personnes qui dorment dehors. Vous le savez, donc la Ville est interpellée principalement sur ce qui se passe dans l'espace public. Donc, les personnes qui n'ont pas accès à l'hébergement ou au logement pour différentes raisons. C'est aussi des personnes qui se retrouvent dans des conflits d'usage avec le reste de la population. Il peut y avoir des enjeux de cohabitation ou de sécurité grandissants. C'est là-dessus que les villes sont principalement interpellées. Donc, nous, on voulait vraiment avoir un espace pour parler de l'itinérance non hébergée. Les objectifs de cette démarche-là, bon, je vous l'ai dit, créer un espace de réflexion approfondi sur l'itinérance non hébergée, susciter le dialogue avec nos partenaires communautaires et institutionnels, nous mobiliser, donc incluant la Ville aussi, pour trouver des solutions aux besoins et aux enjeux des personnes en situation d'itinérance qui dorment dehors. Et aussi, on voulait créer un document de référence qu'on allait pouvoir utiliser pour influencer à l'interne, à l'externe, pour orienter des décisions et proposer des pistes de solutions à l'itinérance non hébergée. Je ne ferai pas la liste des membres du comité, mais on a réuni en fait des gens avec différentes expertises de différents milieux. On voulait en arriver à un dénominateur commun, donc il fallait
fallait choisir les gens pour leur expertise en itinérance. Donc, il y avait des gens, comme j'ai dit, de différents milieux, réseau de la santé, la ville-centre, les arrondissements, du service de police, plusieurs organismes communautaires avec des champs d'expertise ou d'intervention différents. Des gens du milieu de la recherche aussi. Et on a aussi eu des participants avec expérience vécue sur une des rencontres, qui sont venus nous parler, entre autres, de leur vision de services et d'aménagement sur les campements. On a procédé à des sessions de présentation, d'échanges très intensifs. Donc, 6 rencontres de 3 heures sur une période de 3 mois. Je remercie encore tout le monde de s'être libéré parce que c'est très difficile de concorder les agendas de tout le monde pour ce genre de rencontres. Mais je pense que ça a été payant. Il y avait des défis à mettre en place une démarche comme ça. Donc, créer un espace de dialogue qui se veut constructif dans un contexte où il y a des visions aux antipodes sur certains sujets. On a décidé de viser petit, donc d'aller avec un groupe qui réunissait différentes expertises complémentaires, une quinzaine de personnes. On a aussi posé les attentes dès le départ. Donc, on a discuté en amont des objectifs de ce comité-là. On n'a pas attendu la première rencontre pour en parler. On a fait ça en amont. On a nommé aussi les attentes, donc d'être critique. On voulait un espace de critique constructive. Mais autant chez les personnes de l'institutionnel que dans les organismes communautaires, on voulait un espace où on pouvait avoir plus de transparence. On sort souvent on voulait créer un contexte où on pouvait sortir de nos positionnements de représentation, comme je mentionnais tantôt. Un autre défi, c'était de trouver un dénominateur commun. Donc, on avait une diversité de points de vue. Il fallait l'accepter, que les gens avaient des priorités, des façons de travailler différentes, des approches différentes. On ne cherchait pas un consensus à tout prix non plus. On a aussi précisé dès le départ que ça allait être un rapport de la ville. Donc, s'il y avait des propos, en fait, dans le rapport qui, de façon générale, avaient un assez grand consensus, il y en a qui n'étaient pas partagés par l'ensemble des membres, entre autres par rapport à l'approche de la ville sur les campements. Donc, on voulait spécifier dès le départ et dans un avis au lectorat qui se retrouve aussi dans le rapport, que le produit final, ça n'engageait pas nécessairement l'opinion individuelle des membres, ni celle de leur organisation. Donc, on voulait vraiment trouver un dénominateur commun sur lequel on voulait construire une base. On se dit, OK, ça, est-ce qu'on peut s'entendre pour aller de l'avant? Mais on n'est pas nécessairement entré dans le fin détail, parce que je pense que si on avait voulu rentrer dans les détails opérationnels, ben là, il y aurait probablement eu des différences d'opinion plus importantes. Un dernier défi, c'était aussi d'expliquer le fonctionnement de la ville. Donc, c'est pas passionnant, expliquer le fonctionnement de la ville. C'est aussi, des fois, un peu lourd et compliqué. Mais il faut présenter certains cadres, parce que la ville a des cadres dans lesquels elle est obligée de fonctionner. Donc, il fallait qu'on puisse les poser pour ensuite être capable de développer et avoir des critiques constructives. Aussi, au départ, il fallait on a établi certains constats. Il fallait avoir ces constats-là pour être capable de continuer la discussion après. Donc, les membres reconnaissaient qu'il y avait un manque de places en hébergement puis en logement qui répondait aux besoins des personnes qui dormaient dehors à Montréal. Les membres reconnaissaient aussi qu'il y a un impact des démantèlements de campements sur les personnes qui y vivent et sur les activités des organismes qui y interviennent aussi. Ça suppose aussi des défis importants de coordination entre les acteurs terrain institutionnels qui interviennent auprès des personnes de différentes façons. Et les membres reconnaissaient aussi qu'on sentait un sentiment d'urgence d'agir rapidement. Donc, je vais vous donner un bref aperçu des pistes de solutions. À la fin, vous avez un code pour accéder au rapport dans son intégralité. C'est assez costaud comme contenu, donc je ne peux pas rentrer dans le détail des 15 pistes de solutions, mais ça vous donne un aperçu. Donc, je vais vous parler plus précisément de celles qui portent sur l'espace public. Donc, on avait 3 grandes catégories de pistes de solutions.
D'abord, l'hébergement, où est-ce que, en général, on proposait des idées pour bonifier l'offre de services durant toute l'année et diversifier aussi l'offre de services pour qu'elle réponde aux besoins des personnes qui dorment dehors. La diversité, la complexité des profils, consommation, femmes, personnes autochtones, tout ça imbriqué ensemble, diversité de genre. Pour les pistes de solutions qui concernent le logement, on parlait des pistes de solutions qui visent à accélérer la construction pour augmenter l'offre. On veut aussi innover avec des projets qui ont des configurations différentes, soit en termes d'intervention ou de bâti. Et on veut aussi protéger l'offre de logement très abordable. Pour l'intervention dans l'espace public, je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, il a été évoqué clairement au comité qu'il y avait un besoin de consolider les équipes d'intervention qui travaillent à l'extérieur et de favoriser aussi la complémentarité des actions de ces équipes-là. Il a été demandé que la Ville se dote d'un protocole clair d'intervention dans les campements. Donc, la Ville a clarifié et publié son approche au printemps 2025. Après ça, il y a encore des divergences importantes qui persistent, mais l'exercice de clarification a été apprécié. Et ça aussi a permis de communiquer des nuances aux interventions de la Ville, puis de le placer dans son contexte. En ce qui concerne les pistes de solutions qui visent à améliorer la coordination des interventions, il y en avait deux principales. D'abord, on proposait d'avoir des équipes multidisciplinaires de proximité. Donc, des équipes qui peuvent proposer en coordonner de façon rapprochée des services de relogement, des services en dépendance, des services de santé. Bref, il y a beaucoup de ça qui existe déjà, évidemment, à l'extérieur. Par contre, on ne les retrouve pas nécessairement toujours en train de travailler précisément ensemble auprès des mêmes personnes. Et surtout, ce n'est pas une offre qu'on voit qui est disponible pour l'ensemble du territoire. Donc, à Montréal, il y a encore des arrondissements qui n'ont aucune ressource qui détient une expertise en itinérance, malgré qu'il y a des dizaines de personnes qui commencent à s'installer soit dans des campements ou qui vivent dans l'espace public. Une autre piste de solution, c'était de développer des mécanismes d'intervention coordonnés rapides en cas d'urgence. Donc, qu'est-ce que ça suppose? C'est une vision commune des situations d'urgence partagée par les partenaires. C'est aussi une vision commune sur dans quelle situation on veut déployer des actions rapides, on est prêt à déployer des moyens intensifs pour créer des plans d'action personnalisés. Il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là ailleurs au Canada, au Québec aussi, mais pas spécifiquement en itinérance. C'est des mécanismes qui supposent des protocoles très clairs de collaboration. Donc, c'est une des actions que la Ville et plusieurs partenaires souhaitent mettre en œuvre. Pour mettre en œuvre toutes ces pistes de solutions-là, une condition de succès, sans doute, c'est la gouvernance. Ça suppose une gouvernance intersectorielle solide, fluide. C'est quand même un défi. Et un des éléments qui, présentement, c'est un enjeu pour arriver là, c'est les zones grises qui entourent les compétences entre les villes et le réseau de la santé. Il y a énormément de travaux qui sont en cours entre la ville, le réseau de la santé, les villes, en fait, l'UMQ. Il y avait une conférence qui portait là-dessus hier, d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup d'efforts conjoints là, pour venir clarifier ça. Donc, il y a quand même beaucoup de volonté pour arriver à une solution, mais ça reste qu'en attendant, ça fait que de part et d'autre, il y a des frustrations qui sont rattachées à ça. On se sent limité pour pouvoir déployer des actions et c'est aussi des éléments que les membres du comité ont rapportés, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les institutions renvoient rapidement leurs compétences et c'est ça, on est limité là, dans ce qu'on peut mettre en œuvre. Une des pistes de solutions qu'on a évoquées pour répondre à ça, c'est la création d'une instance centrale et intersectorielle en itinérance. Ça suppose en fait une instance qui réunirait sous un même fonctionnement opérationnel des professionnels de différentes institutions, organismes, pour développer et déployer des actions ensemble. C'est peut-être un peu utopique, mais j'y crois parfois.
À quoi va nous servir ce rapport? À quoi nous sert ce rapport présentement? Donc, la Ville, je l'ai mentionné rapidement, participe à de nombreux comités. Elle est présente sur plusieurs instances. Donc, on voulait un document qui pouvait guider les discussions qu'on allait avoir en concertation régionale ou nationale. On voulait aussi un document qui peut nous aider à soutenir la réflexion et la prise de décision. En conclusion, on ne le rappellera pas assez, mais un principal défi qu'on vit, c'est la coordination des interventions. Qu'est-ce que ça veut dire, coordonner? Qui est responsable de coordonner? Pour dégager une vision commune, pour arriver à ça, c'est important encore d'investir le temps et l'énergie pour se parler dans ce genre d'initiative-là ou d'autres, pour créer... Même dans un contexte de crise ou d'urgence, en fait, c'est important qu'on prenne le temps pour faire ce genre d'initiative-là. Ça nous permet aussi d'adopter des postures d'ouverture, de comprendre les enjeux et les défis des partenaires. Et ensuite de ça, on est prêt à avancer plus rapidement quand il y a des opportunités qui se présentent à nous. Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal, c'est de trouver des solutions innovantes qui vont répondre aux besoins des personnes qui dorment dehors, qui n'ont pas accès aux services d'hébergement ou de logement, et ultimement réduire l'itinérance. Merci. Si vous voulez lire le rapport, il est disponible sur le site web de la Ville, puis ça, c'est le code pour y accéder. Merci beaucoup, Maude. On va maintenant accueillir Patricia Ajali pour la prochaine présentation. Merci. Okay. Bonjour tout le monde. Je me présente, Patricia Ajali. Je suis conseillère en planification au service de diversité et de l'inclusion sociale. Et je viens vous présenter aujourd'hui un projet pilote qui a été lancé par la Ville, donc qui a été annoncé à l'été 2024 et auquel on voit les premiers fruits là, qui ont abouti là, en septembre dernier. Donc, le projet que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est les habitations modulaires avec accompagnement. Donc, ce que je vous propose pour la présentation, c'est vous mettre un peu en contexte, mettre un peu le contexte, les objectifs et un aperçu du projet. Par la suite, brièvement, parler de l'offre de services, le financement et les grands jalons. Puis terminer par les principaux apprentissages et les prochaines étapes. Donc, bon, j'ai pas besoin de mettre en contexte personne. Donc, l'augmentation là, vraiment intense de la crise de l'itinérance. Il y a un dénombrement là, qui devrait sortir dans pas très long et qui a été fait au printemps dernier. Donc, les habitations modulaires c'est vraiment donc une solution novatrice, concrète et humaine là, puis pour répondre à un besoin pressant. Puis juste pour faire un peu le lien avec ce que ma collègue vous a présenté un petit peu plus tôt, donc une des pistes de solution du rapport du comité ad hoc, donc la piste de solution 6, était d'élaborer rapidement des projets d'habitation modulaire avec accompagnement pour loger temporairement des personnes en attente de logement de transition ou des campeurs ou des campeuses qui ne peuvent pas accéder aux services d'hébergement d'urgence et de transition ou logement. Donc, c'est vraiment le contexte, c'est vraiment de permettre aux personnes là, d'accéder plus rapidement à une habitation en attendant là, vraiment de construction de logement social et ou d'aller vers du logement plus permanent. Donc, dans le continuum du logement, où est-ce que se retrouvent vraiment les habitations modulaires avec accompagnement, c'est vraiment de l'hébergement de transition. Donc, juste après les maisons d'hébergement d'urgence, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, donc des personnes qui peuvent être en campement peuvent accéder à ces habitations-là de manière temporaire. Donc, l'objectif du projet, c'est vraiment d'offrir un toit transitoire, digne et sécuritaire pour des personnes en processus de sortie de l'itinérance dans l'attente d'un domicile. Concrètement, ces habitations-là sont installées sur des terrains de manière temporaire. Donc, les terrains doivent être disponibles pour une période minimum là, de 2 à 3 ans.
C'est tous des terrains qui ont des vocations futures. Donc, ils sont installés. À ce jour, il y a 3 sites qui ont été confirmés. Donc, un site à Louvain, dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, que c'est situé plus au nord de la ville. Par la suite, le site de l'ancien hippodrome de Montréal, donc le site Namur, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, qui est plus à l'ouest. Puis le site 1000, qui est dans l'arrondissement Outremont. Donc, les habitations modulaires, qu'est-ce que c'est? C'est vrai des roulottes de chantier que la Ville a acquéries. Donc, c'est des anciens bureaux de chantier de Hydro-Québec qui avaient été utilisés pour le centrale hydroélectrique de la Romaine, dans le Grand Nord du Québec. Concrètement, alors, à quoi ça ressemble les habitations modulaires avec accompagnement pour ceux et celles peut-être qui ne voient pas vraiment? C'est vraiment des roulottes de chantier qui ont été aménagés en 3 modules. Donc, 2 modules dortoirs, puis un module commun. Les modules dortoirs, donc on a un module mixte, donc un module avec des chambres pour couple, des modules pour les femmes, puis un module pour hommes. Puis dans l'espace commun, en fait, on retrouve salon, salle à manger, également. Donc il y a les bureaux des intervenants également dans l'entrée, puis également dans les modules dortoirs. Donc, vous avez un petit aperçu de l'intérieur et de l'extérieur des modulaires. Donc, la première photo, ça vous donne un peu une chambre type. Donc, une chambre simple, donc avec un lit simple, commode. On ne voit pas vraiment dans l'image. Il y a un petit frigo, également un espace de rangement pour les effets personnels, ainsi qu'un bureau et une chaise. Puis les 2 autres images, c'est plus l'extérieur. Donc là, on voit la deuxième photo, c'est les sorties d'urgence. La première photo, c'est une photo qui a été prise avant la fin des travaux. Donc, c'est pas exactement ça maintenant. Mais maintenant, il y a une rampe qui a été installée également, qui est accessible pour tout le monde. Puis la dernière photo, c'est une photo du module commun. Donc, on voit la salle à manger. Donc, juste pour vous situer, ceux et celles qui peut-être n'habitent pas à Montréal ou qui habitent à Montréal mais qui ne savent pas exactement c'est où. Donc, j'ai nommé un petit peu plus tôt les 3 sites. Donc, le site Namur Hippodrome, qui a une vocation future, qui est un très, très gros site qui vise à avoir du logement. Ensuite, le site Louvain, qui est semi-résidentiel, semi-commercial comme lieu. Puis le site Outremont, qui est juste à côté, il y a le campus 1000, qui est de l'Université Montréal. Donc, comment ça se passe à l'intérieur des habitations modulaires? Donc, il y a des organismes qui sont responsables qui offrent les services à l'intérieur des habitations modulaires. Donc, il y a, pour ce projet pilote-là, on a la mission Old Brewery qui s'occupe du site Namur Hippodrome, puis l'organisme Rave Jeunesse qui va s'occuper du site Louvain. À ce jour, il y a un site qui a été inauguré, qui est le site Namur, qui a été inauguré le 22 septembre dernier. Donc, les organismes, leur rôle, c'est vraiment d'offrir des services à l'intérieur. Donc, c'est eux qui s'occupent d'évaluer et de sélectionner les personnes occupantes pour assurer vraiment la réussite là, de leur sortie de l'hébergement de transition. Donc, comme je l'ai dit, les organismes, ils offrent l'accompagnement sur le site là, 24 heures sur 7. Ils fournissent des services psychosociaux, ils organisent des activités sociales, ils favorisent la cohabitation sociale, puis ils travaillent également en collaboration avec les équipes du réseau de la santé et de l'écosystème communautaire là, dans l'arrondissement où est-ce qu'est situé les habitations modulaires. Puis, pour parler un peu du profil des personnes occupantes, donc c'est des personnes qui sont dans une situation stable, qui sont engagées dans un processus de réaffiliation sociale et économique et qui sont capables et volontaires là, d'entreprendre des démarches pour trouver un domicile plus permanent. Puis, j'ajouterais à cela qu'ils sont capables aussi de vivre en communauté. Donc, peut-être une petite note là, que j'ai oublié de mentionner un peu plus tôt, c'est que chaque site peut accueillir 30 personnes. Donc, les gens vivent vraiment en communauté. Donc, ça fait partie aussi un des critères là, de sélection. Donc,
Donc, pour ce qui est du financement, donc, le projet a été porté conjointement par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Donc, la Ville, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, met à disposition ces terrains de manière temporaire et est responsable de tout ce qui est l'achat et la gestion immobilière des habitations modulaires. Et elle s'occupe aussi de la préparation des terrains. Puis, la Ville s'occupe aussi vise à soutenir également le volet de la cohabitation sociale en financement des projets pour chacun des CDHMA. Par la suite, la Société de l'habitation du Québec a offert du financement pour les unités modulaires et les travaux d'aménagement. Puis, le réseau de la santé et des services sociaux était responsable de financer les organismes porteurs. Puis l'image que vous voyez à gauche, c'est un peu une vision qu'on a du projet. Donc, mettre les habitations modulaires au centre et en fait, toutes les parties prenantes autour, là, que ce soit la Ville de Montréal, les organismes communautaires, les institutions, les commerces, il y a cette vision de vraiment collaborer là, avec l'ensemble de ces parties prenantes pour la réussite du projet. Donc, les grands jalons. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet a été annoncé à l'été 2024 et c'est un projet pilote. Hein. La Ville n'a jamais fait quelque chose comme ça. Donc, les étapes ont été faites vraiment de manière ad hoc, en commençant par la recherche de sites, la prospection pour l'achat des infrastructures. Il y a une première appel d'offres qui a été lancée, qui n'a pas été concluante. Finalement, il y a eu la possibilité d'acheter les roulottes du Grand Nord là, de Hydro-Québec qui ont été donc finalement, on a pu les acheter. Par la suite, à l'hiver, c'était les demandes de financement, les dépôts de projets. Puis concrètement, en fait, les travaux sur les sites ont commencé seulement au printemps. Et donc, ça nous a amené donc, à l'automne avec l'inauguration là, du site Namur le 22 septembre dernier. Puis, on vise l'ouverture du site Louvain au début de 2026. Puis, le début des travaux pour le 3e site, donc le site 1000, plus au courant du printemps prochain. Donc, ce que je voulais juste illustrer ici, c'est que tout a été fait assez rapidement. Donc, en moins d'1 an, on est parti de prospection à inaugurer un premier site. Donc, ça vous donne un peu la rapidité à laquelle ce projet a été fait, ce qui n'est pas dans l'habitude de la Ville d'aller aussi vite. Donc, quelques apprentissages là, qu'on a déjà pu énumérer au bout d'1 an de projet. C'est vraiment la nature novatrice et expérimentale du projet. Elle nécessitait vraiment une agilité là, constante de tout le monde, autant de la Ville que des parties prenantes externes. Pour ce qui est de la coordination, donc la priorisation du projet a été vraiment une belle réussite. Le fait qu'on a travaillé aussi en matriciel, c'est-à-dire que c'est vraiment la participation de tous les experts, de tous les services à l'intérieur de la Ville pour pouvoir vraiment faire atterrir ce projet en moins d'1 an. Pour ce qui est du budget et du financement, un des défis, c'est bien sûr, ça a été l'absence de programme dédié pour ce type de projet. Donc, on parle vraiment de tout ce qui est le programme. Il n'y a pas vraiment de programme pour l'acquisition, la construction, puis tout ce qui est déménagement également des modulaires, vu qu'à terme, ils devront être déménagés également. Il y a eu, bien évidemment, un arrimage nécessaire qui a dû être fait là, avec le réseau de la santé et des services sociaux. Pour la communication et l'acceptabilité sociale, on a dû adapter la gestion des parties prenantes pour chacun des lieux. C'est 3 sites totalement différents. À Namur, c'est situé proche de commerce, donc il n'y a pas des gens qui habitent là vraiment, et donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de cohabitation sociale. À Louvain, il y a quand même une portion qui est très résidentielle, il y a des commerçants qui sont présents. Puis dans le 1000, on est dans un secteur beaucoup plus résidentiel également, proche d'université. Donc ça demande vraiment une flexibilité puis une adaptation là, pour chacune des communications qu'on fait pour les 3 sites. Il y a eu un gros travail qui a été fait aussi pour démystifier la vocation là, du projet et le profil des personnes occupantes. On a beaucoup travaillé sur les mythes et les réalités là, pour... les gens arrivaient tout de suite avec des grosses idées préconçues, beaucoup de préjugés. Donc ça, on a travaillé fort pour essayer là, de démystifier tout ça. Pour ce qui est de l'échéancier, je l'ai présenté un petit peu plus tôt, l'accélération des travaux à toutes les étapes, là, tout ce qui est infrastructure, préparation, aménagement, mise aux normes, ça a été fait extrêmement rapidement.
Mais quand même, un des défis, c'est qu'il y a quand même une nécessité là, de respecter les obligations réglementaires malgré l'urgence d'agir. Donc, des fois, il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter, qu'il faut attendre, puis ça peut prendre le temps que ça peut prendre, surtout si c'est fait avec des collaborateurs externes. Tout ce qui est les questions de réglementation, donc zonage, réglementation liées à l'usage des terrains ciblés divergent d'un arrondissement à un autre. Donc, le temps que ça peut prendre pour avoir ces réglementations peut prendre un petit peu de temps, comme ça peut aller très vite. Donc, on est un peu à la merci de ces différences-là. La mise aux normes des unités modulaires usagées aussi, qui, même s'il avait été utilisé dans le Grand Nord, qui était quand même en très, très bon état, devait être mise aux normes pour de l'habitation, ce qui a quand même nécessité des travaux importants. Par la suite, pour ce qui est de l'aspect technique des travaux, là, la disponibilité des sites répondant à des critères requis, autant pour l'accès aux services, la proximité à des services, que un site qui est temporaire assez longtemps, à laquelle on va pouvoir raccorder les habitations modulaires, parce que c'est des roulottes de chantier, mais c'est pas juste des roulottes qu'on met sur la terre. Il y a quand même des travaux conséquents qu'il faut faire. Donc, ça, c'était un défi. La gestion des sols contaminés, des eaux également, ça a été un défi assez important. Tout ce qui est le respect des procédures d'appel d'offres pour les services professionnels, puis la planification de la relocalisation. Donc, ça fait partie de tous des défis, des apprentissages qu'on a eus cette dernière année. Donc, pour les prochaines étapes du projet, donc on vise l'ouverture de 2 autres HMA en 2026, donc le site Louvain, puis le site 1000. Puis on a un premier bilan là, de la première phase pilote là, qu'on est en train de travailler. Et puis, pour conclure la présentation, je vous inviterai à aller écouter les témoignages des personnes occupantes, là, des premières personnes. C'est sûr que ça fait juste 1 mois et demi que c'est ouvert, mais pour l'instant, c'est une belle réussite, le projet. Puis, on continue, c'est un projet pilote, on continue à s'adapter au fur et à mesure là, que ça avance. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. For our English-speaking people in the room, apologies for the subtitles that are not really working. We're going to try to fix it before the next presentation. Pour la prochaine présentation, Afsa Daba et Axel Adam. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va toujours bien? Bon, parfait. Alors, je me présente. Afsa Daba, je suis chef de division projet au service de l'habitation de la ville de Montréal. Et je suis accompagnée d'Axel Adam de l'organisme L'Anonyme, directeur développement au niveau de l'organisme L'Anonyme. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un projet pilote qu'on avait fait, qu'on avait réalisé il y a quelques années, déjà 4 ans. Et ça s'appelle le projet L'Anonyme. C'est un projet à haut seuil d'acceptabilité. Et donc, je vais vous parler un petit peu du contexte du projet. Premièrement, je vais parler un petit peu du contexte du projet. Donc, l'initiative de financement de la Ville de Montréal, c'était il y a quelques années, donc entre 2018 et 2021. Il y avait une initiative de la Ville de Montréal de financer des projets qui sortent du cadre. En deuxième lieu, je vais parler des mesures de réalisation de logements hors marché actuellement. Et après ça, on va aborder l'historique du projet L'Anonyme. Après ça, on parlait de l'organisation et le milieu de vie dans ce projet-là. Et on va finir par les enjeux rencontrés et les apprentissages qu'on aura eus dans ce projet-là. Donc, comme je disais tantôt, entre 2018 et 2021, la Ville a mis en place un budget
un axe qui visait en fait le financement des projets qui ne cadrent pas dans les programmes de financement existants. À l'époque, c'était beaucoup le programme Accès Logis. Donc, c'est un programme de financement de logements sociaux qui est plus en fin de vie actuellement. Et donc, à l'époque, on avait réalisé qu'il y avait des projets qui ne cadraient pas dans ce cadre-là, mais qu'il y avait un besoin. Et donc, la ville a mis en place environ 8 millions par année sur 3 ans, plus un 10 millions supplémentaires. Et ça nous avait permis de réaliser environ 600, un peu plus, presque 700 unités. Donc, c'était des projets de différentes natures. Il y avait des projets qui étaient destinés à des personnes en situation d'itinérance. Il y avait des projets pour étudiants. Et donc, c'était dans ce contexte-là qu'à l'époque, on avait réalisé ce projet-là. Je vais vous dire 2 mots concernant les mesures actuelles, parce qu'en fait, ce financement-là n'est plus existant, mais il y a d'autres mesures actuelles. Je vais y aller assez rapidement sur ces mesures-là. Donc, il y a, au niveau de la ville, il y a des mesures pour permettre la réalisation de logements hors marché. Donc, il y a une stratégie immobilière qui inclut à la fois une stratégie d'acquisition de terrains et de bâtiments, et il y a à la fois une stratégie de cession de ces bâtiments-là. Il y a aussi toute la question du règlement Montréal mixte, ce règlement-là qui permet l'acquisition de terrains à mettre à disposition des organismes qui veulent réaliser des projets. Il y a aussi eu la mise en place d'un règlement de versement qui permet de faciliter le versement des subventions que la ville devra faire dans le cadre des programmes existants de financement. Et à la fin, il y a une aide au pré-développement qui va avoir un peu plus, qui est en cours de travail de développement, puis qui va être efficiente ou disponible au début de l'année prochaine. Donc, comme je disais tantôt, entre 2018 et 2021, donc, le budget qui avait été mis en place, il visait vraiment un besoin qui était non comblé, notamment concernant les ressources pour les personnes en situation d'itinérante, les personnes qui sont surtout en situation de désaffiliation sociale. On avait le constat qu'il y avait un enjeu qui était visible, des personnes qui étaient en situation d'itinérance, mais qui n'avaient pas accès à des ressources pour plusieurs raisons. Parfois parce que c'est des personnes qui avaient un animal avec elles, ou des personnes qui avaient des enjeux de consommation, ou des personnes qui étaient tout simplement non admissibles au programme de supplément au loyer qu'on appelle communément PSL. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne sont pas de Montréal, PSL, c'est un programme de supplément au loyer qui permet aux personnes de payer seulement 25% de leurs revenus en loyer. Donc, on a remarqué qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas accéder à ce programme-là, justement parce que c'est pour avoir accès à ce programme-là, il fallait présenter tout un tas de papiers, des preuves de revenus, des papiers d'impôts, etc. Puis quand on parle de personnes désaffiliées, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter toute cette, entre guillemets, cette paperasse-là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'à l'époque, en 2019, l'organisme, l'Anonyme, avait cogné à la porte de la ville de Montréal. C'était en 2019, donc je venais juste d'arriver à la ville de Montréal, donc même si j'avais travaillé déjà dans d'autres organisations, mais ça faisait quelques jours que j'arrivais à la ville de Montréal, puis je vois de loin mon ancienne collègue Marjolaine qui sourit, et puis c'était ma gestionnaire qui était arrivée à mon bureau, puis elle m'a déposé sur mon bureau, le coin de mon bureau, le dossier anonyme, puis elle m'a dit « Afsa, ce dossier est prioritaire, il faudra que tu travailles là-dessus, c'est vraiment urgent, il faut que tu travailles dessus. » Et donc, on avait commencé à regarder ce dossier-là. C'était un dossier qui parlait de projets à haut seuil d'acceptabilité. C'était un projet, à l'époque, on n'avait jamais fait de projet de ce type-là. C'est-à-dire un projet qui accepte des personnes qui sont avec leurs animaux, qui accepte aussi que ces personnes peuvent consommer dans leur espace, dans leur chambre. Ça sortait vraiment de la boîte. Je peux vous dire qu'à l'époque, ça nous a fait poser beaucoup de questions au niveau de la ville de Montréal, des questions de responsabilité, des questions d'image, des questions juridiques. On a énormément travaillé très, très fort avec nos instances à l'interne. Puis, on a fini par se dire, ce projet-là, on le soutient parce qu'il répond à un réel besoin.
et on va faire en sorte de gérer notre risque dans ce projet-là. Mais en fait, avant d'arriver à cette conclusion, on avait commencé par rencontrer l'organisme. À l'époque, c'était Julien Montreuil, qui était directeur de l'Anonyme, avec Sylvie Boivin. Et quand on les a rencontrés, quand on a vu leur engagement et leur expérience et leur volonté, notre degré de confort était de plus en plus élevé, puis notre degré de confiance, même si c'était un projet qu'on sentait qu'il y avait du risque dans ce dossier-là. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est ce qui a amené à réaliser le projet qui se trouve au 3629 Sainte-Catherine-Est, puis ce qui a ajouté un petit peu à la complexité du dossier à l'époque, c'était que ce site-là, à l'époque, il était connu pour être un lieu de criminalité. Il y avait des enjeux de propreté, des enjeux de salubrité de l'immeuble. Il y avait des interventions très, très fréquentes du service de police. Donc, ça ajoutait à la complexité du projet. D'ailleurs, si vous faites 3629 Sainte-Catherine-Est sur Google, vous allez voir que c'est un site, c'est un immeuble qui est très, très connu. Donc, comme je disais, donc on a été sollicité par l'Anonyme et suite à ça, qui nous a présenté un montage financier qui voulait que les loyers soient très très bas et donc qui avait besoin d'un très haut niveau de subvention pour ce projet-là. Donc, on a fini par passer un dossier à nos instances municipales pour donner une contribution de 2,8 millions. La balance, ça représente à peu près 80%, presque 80% du budget du projet. Et l'organisme est allé chercher aussi un financement de vers un chez soi pour à peu près 800 000. Et tout ça, on a donc signé une convention avec l'organisme qui inclut plusieurs conditions reliées à cette contribution-là. Et dans nos éléments qu'on a mis en place pour permettre un suivi de ce projet-là, il y avait un comité, on a mis en place un comité annuel qui regroupe tous les partenaires, bien sûr l'Anonyme, l'arrondissement, le service de la police, les gens du milieu, pour à chaque année se coordonner pour relever les défis que présente ce projet-là. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Axel qui va vous parler un peu plus du projet en tant que tel. Merci, Afsa. Bonjour, bonjour. Donc, comme dit un petit peu plus tôt par Ange, moi je m'appelle Axel Adam, je suis le directeur du programme logement de l'Anonyme depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc, comme l'a si bien dit Afsa, on en arrive aujourd'hui donc à l'ouverture de ce projet de maison de chambre qui a ouvert les portes en décembre 2021, qui nous a permis d'accueillir 15 personnes au sein de nos 13 chambres. Comme elle l'a dit aussi, justement, c'est une maison de chambre à haut seuil d'acceptabilité pour des personnes qui étaient en situation de désaffiliation sociale et qui n'avaient, de par leur profil, pas de possibilité de se qualifier à l'obtention de logements existants. Et c'est pour ça que l'Anonyme, aussi dans un essai de vouloir conserver les maisons de chambre qui disparaissaient petit à petit dans le secteur, s'est porté comme porteur de projet s'est porté volontaire comme porteur de projet pour celui-ci. Et donc, c'est ça, pas mal de périodes de travaux. On ouvre en décembre 2021. Et puis, notre objectif avec ce projet-là, c'était vraiment de leur redonner un toit sur la tête. Et puis ensuite, de les laisser tranquilles, de les laisser vivre et de gérer leur propre espace de vie aussi. Comme vous pouvez le voir, pour le code de vie, notre base, c'était qu'on avait 3 règles de base. Garder leur endroit salubre, payer leur loyer et ne pas déranger les autres personnes qui vivent autour d'eux dans le bâtiment. Au début, c'est sûr qu'on n'avait pas ces financements parce que vous voyez, là, il y a quelques financements pour l'exploitation. Ces financements-là sont venus par la suite parce qu'à la base, à l'ouverture du bâtiment, on avait prévu d'être présent seulement 3 demi-journées par semaine. Donc, à peu près, je dirais, 3 à 5 heures par demi-journée, donc 3 fois par semaine. Et donc, vraiment, leur laisser la place à eux de prendre possession du bâtiment et de gérer un petit peu cet espace de vie comme eux le souhaitaient.
Pour vous parler un petit peu plus justement du projet en tant que tel, avant même la période de construction, il a été important de réfléchir à comment on souhaitait que ce bâtiment soit. Pour commencer, rien qu'avec les matériaux utilisés, avec les plans d'aménagement du bâtiment, un des exemples, c'est que le bâtiment est conçu d'une manière à ce qu'il n'y ait aucun cul-de-sac. Donc si une personne est mal prise, elle est en danger, elle peut partir en courant dans n'importe quelle direction et puis trouver une porte de sortie. Vous allez voir aussi que, vous ne le verrez pas là, mais le bâtiment est aussi construit avec des matériaux ultra résistants. Nous avons du gypse à haute résistance qui nous permet justement d'éviter d'avoir des trous dans les murs, d'avoir aussi des comptoirs en aluminium. On va avoir un revêtement au sol qui est un vinyle ignifuge, qui est à peu près la même chose qui est utilisé dans le milieu hospitalier. On va avoir des meubles anti-punaises, on va avoir des portes qui vont aussi être toutes coupe-feu au sein du bâtiment. Donc notre objectif était vraiment de pouvoir essayer de réfléchir à l'avance sur les enjeux qu'on pourrait avoir à vivre dans ce bâtiment-là. Un autre exemple de ce qu'on a fait aussi, ça a été de mettre de la poudre, de la terre de diatomée à l'intérieur des cloisons de murales pour éviter que si jamais on a des punaises qui s'en viennent, d'autres sortes d'insectes de la chose, que ça se propage au travers des différentes chambres. Au niveau aussi de l'aménagement du bâtiment, de la façade, vous avez pu le voir un petit peu plus tôt, on a des grandes vitres, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau des escaliers. L'objectif était justement de pouvoir, si jamais il y a une personne qui passe sur le trottoir devant, qu'on ait une personne qui est en train de soit faire une surdose ou mal prise dans le bâtiment, qu'on puisse le voir depuis la rue et donc de pouvoir appeler ensuite les services d'urgence au besoin. Donc notre objectif était vraiment de pouvoir adapter le bâtiment pour les personnes qui allaient pouvoir y vivre par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lors des discussions avec les architectes, avec tous les différents acteurs de ce projet-là, on a été en mesure aussi d'aller retrouver des personnes qui vivaient dans ce bâtiment-là avant qu'il passe au feu en 2018 et de les convier à la table avec nous et puis de leur montrer les plans d'architecture et de leur demander, selon vous, est-ce que ça répond aux besoins? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on modifie ou quoi que ce soit? Ils nous ont fait part de modifications qu'on a pu justement mettre en application et donc que ça soit vraiment adapté pour eux et puis que ça soit fait par eux et pour eux aussi, quoi. Donc vous allez avoir après au niveau du bâtiment, nous comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on a 13 chambres. À la base on en avait 14. Notre objectif était de maximiser le nombre de chambres dans le bâtiment. On a diminué ça à 13 chambres pour installer un bureau des intervenants qui au bout d'un moment on s'est rendu compte vraiment que c'était la chose la plus importante à faire pour essayer d'améliorer la situation qu'on pouvait vivre et les enjeux qu'on pouvait vivre à ce moment-là. Donc la cuisine, c'est une cuisine qui est commune au rez-de-chaussée pour tous les résidents. Chaque chambre est munie d'un lit, d'un comptoir en aluminium avec un évier, un frigo, un four micro-ondes. Ils ont une table avec une chaise pour si jamais ils veulent... peu importe. Et puis après, on va avoir aussi salle de bain, toilette sur chacun des étages, et puis conciergerie, parce qu'on a aussi des responsables du ménage dans le bâtiment, donc sur chacun des étages. On vient aussi justement d'ajouter maintenant 2 salles, une salle multimédia, pour que les résidents puissent justement, s'ils souhaitent aller sur un ordinateur, s'ils souhaitent jouer à la console parfois aussi. On a la possibilité. Nous avons aussi une salle d'art afin qu'ils puissent justement, ceux qui aiment justement l'art, pouvoir dessiner ou autre. Et puis, on essaie justement de pouvoir, avec ces aménagements, puis nos petits ajouts, nos petites modifications, que les résidents se sentent de mieux en mieux, qu'il y ait un certain sentiment d'appartenance qui se développe, qu'ils se sentent à l'aise dans leur milieu de vie. Comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, il y a l'implication des résidents qui pour nous est très importante justement aussi pour développer ce sentiment d'appartenance. Donc on a nos résidents qui sont certains résidents qui le souhaitent, qui sont responsables de tâches ménagères, que ce soit le ménage, lavage des vitres, que ce soit sortir les poubelles, que ce soit arroser le jardin l'été quand il y a besoin aussi. Ces personnes-là sont rémunérées en per diem d'une certaine manière, comme ça leur évite devoir aller ensuite faire des déclarations de revenus ou quoi que ce soit. Nous, c'est des per diem qu'on leur donne pour combler leurs besoins afin de réaliser ces tâches-là. On a aussi un comité des résidents qui se tient une fois par mois
avec l'objectif justement de pouvoir entendre eux leurs enjeux, ce qu'ils souhaitent qu'on modifie, comment ils voient l'avenir du projet, et puis nous aussi afin de pouvoir faire passer nos messages, certains parfois nouveaux règlements ou autres. Donc tout ça se fait vraiment au niveau des comités des résidents qui se tiennent une fois par mois. On a des activités qui se font de plus en plus, que ce soit aller aux différents concerts gratuits avec un intervenant, donc on essaye de faire sortir les résidents, de les amener aussi parfois au Pirate Vert, faire une épicerie ou dans d'autres ressources alimentaires. On fait du dépannage alimentaire aussi à chaque semaine. Notre objectif n'est pas nous ne fournissons pas la nourriture, mais afin qu'ils aient quand même quelque chose dans le ventre à chaque semaine, nous faisons du dépannage alimentaire pour nos résidents. Il faut que j'aille un petit peu plus vite, je suis désolé, je pourrais parler très, très longtemps de ce projet-là. Ensuite, vous allez voir la présence des intervenants. Ça a été le point qui a été le plus important pour nous aussi, parce que, comme je l'avais dit au début, on était présents 3 demi-journées par semaine. C'est là qu'on a vu vraiment que c'était pas assez. On a commencé à connaître beaucoup d'enjeux au niveau de la propreté du bâtiment qui se salissait très vite. Au niveau de l'achalandage du bâtiment, il y avait beaucoup de personnes qui ne résidaient pas sur place, qui venaient ici et qui causaient des enjeux de cohabitation, qui causaient des dommages au bâtiment. Et puis aussi... plein d'autres raisons qui ont fait en sorte qu'il a été nécessaire pour nous d'essayer d'aller chercher des financements pour pouvoir aller embaucher une équipe. Donc au début, j'étais tout seul pendant les 6 premiers mois. On est passé on a embauché une personne. On est passé de 3 demi-journées par semaine à 5 jours sur 7, 5 heures par jour. Après, on a réussi à augmenter ça à 7 jours sur 7, 5 heures par jour. On voyait qu'il y avait encore des enjeux, que les enjeux qu'on vivait restaient bien présents, que leur intensité ne diminuait pas nécessairement non plus. Donc là, on a été en mesure d'aller chercher d'autres financements pour augmenter l'équipe. Maintenant, on est rendu avec une équipe de 5 intervenantes sur place, présents 7 jours sur 7, 15 à 17 heures par jour. Et là, on commence, dans le fond, à trouver un équilibre où les résidents se sentent bien chez eux. Ils ont toujours un moment où ils sont seuls dans le bâtiment. Leur sentiment de sécurité s'est amélioré, nous avons moins de dégâts de bris ou quoi que ce soit, moins d'achalandage. On voit qu'on commence à arriver à un stade sympathique pour ça, et puis qui justement ça vient démontrer l'importance d'avoir du soutien au sein de nos ressources en logement pour ces personnes-là, et puis le bien-être, le bienfait que ça peut avoir sur les résidents, sur la bâtisse, sur le projet en tant que tel. Pour parler un petit peu de cohabitation, c'est sûr que nous, la cohabitation, avec un projet de la sorte, c'était important d'en faire. À l'Anonyme, on a aussi un programme de sécurité urbaine qui ont une expertise justement en cohabitation, qui font que ça pas mal tout le temps avec leurs intervenants sur l'espace public. Avec le programme de cohabitation, avec le programme de sécurité urbaine, on a eu des marches exploratoires qui se sont faites avant même le début des travaux en lien avec le projet. On a eu aussi des rencontres de voisinage qui se sont tenues avant l'ouverture, 1 mois avant la fin des travaux, donc 1 mois avant l'ouverture du bâtiment, pour rappeler aux citoyens qui vivaient autour la nature du projet, qui était l'organisme, un canal de communication si jamais ils avaient quelques enjeux qu'ils pourraient vivre. Après, on a retenu une deuxième rencontre de voisinage 6 mois après l'ouverture du bâtiment, pour justement aller prendre la température auprès des personnes qui vivent proches, voir comment le tout se déroule. Beaucoup de séances de porte-à-porte. Chaque séance, on devait peut-être aller voir 250 à 300 portes pour justement prendre la température encore auprès des personnes qui vivent proches de notre bâtisse, mais aussi pour les inviter lors de nombreuses activités de ruelle que nous avons pu faire, que ce soit des activités d'embellissement de la ruelle, donc d'aller ramasser les déchets, des seringues ou autres, mais aussi de pouvoir faire des activités de visionnage de films, barbecue ou autre. On a eu dernièrement, la dernière activité, on devait avoir à peu près une 50aine de personnes, et ce qui est le fun surtout, c'est qu'on a à la fois des résidents qui sont présents, on a aussi à la fois les citoyens qui vivent dans la ruelle, qui peuvent venir avec leurs enfants. Donc on voit qu'on a commencé à essayer à briser une petite barrière qui pouvait exister à l'époque. Fait que c'est toujours encourageant de pouvoir le faire. Donc à l'externe, c'est sûr qu'il y avait toute une stratégie qui a été mise en place pour que ça se passe pour le mieux possible. Je vous dirais que mon numéro personnel a pas mal circulé, je me faisais appeler pas mal souvent, mais c'est ce qui a aidé justement à avoir un contact direct et pour que les citoyens puissent se sentir écoutés, etc. À l'interne, c'est sûr que la cohabitation, ça dépend les moments, ça dépend la période du mois, je vous dirais, ça dépend les chicanes qu'il peut avoir, mais avec l'augmentation des présences d'intervenants, c'est sûr qu'on a des moins gros enjeux de cohabitation, et surtout avec un achalandage qui est diminué entre les résidents, ça se passe mieux que quand on avait la moitié, peut-être 20 à 50 personnes parfois qui pouvaient être dans le bâtiment et qui venaient causer des enjeux.
Il me reste à peu près 4 minutes, donc je vais aller assez rapidement pour cette diapositive-là. L'objectif, c'est vraiment de parler des enjeux qu'on a connus. Comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'était un milieu connu, une adresse très connue, beaucoup d'achalandage du bâtiment, parce que à la fois, cette adresse est connue. Deuxièmement aussi, nos résidents sont des personnes qui étaient en situation d'itinérance, qui consomment, qui ont toujours leurs amis dans la rue, donc du coup, ils acceptent toujours d'inviter leurs amis à l'intérieur de leur logement, puis ils ont le droit, mais parfois, il faut toujours que ça reste plus ou moins contrôlé quand même, afin de ne pas avoir trop de débordements. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'achalandage, c'est quelque chose avec quoi on vivra toujours, mais par contre, avec la présence d'intervenants, ça reste que c'est beaucoup plus contrôlé, et puis on a moins d'effets néfastes de l'achalandage au sein de la bâtisse aussi. Donc, c'est quelque chose de positif qui a été réglé avec l'augmentation des présences d'intervenantes. C'est sûr qu'on a eu des enjeux avec le crime organisé, étant donné que c'était une place qui était gérée un petit peu par eux à l'époque, beaucoup de ventes, beaucoup de consommation, etc. On vit aussi avec le rythme des fermetures des différents lieux de vente qui peuvent y avoir dans le quartier et qui, du coup, parfois, ils essayent de se retourner, de se trouver un endroit pour aller. Premier réflexe, c'est souvent notre bâtiment qu'ils ont. Avec cet enjeu-là, on a eu 3 épisodes de vente qui ont pu durer très longtemps. Le dernier a duré de mars 2023 à novembre 2023. Beaucoup de dommages à la bâtisse, beaucoup d'enjeux de sécurité. Les résidents ne se sentaient plus chez eux. Bref, ça a créé beaucoup de problèmes avec ça. La beauté de la chose, c'est que justement, on a été en mesure d'enrayer ce phénomène-là. Et puis, au fur et à mesure qu'il y avait d'autres fermetures qui se passaient avec nos intervenants, avec les résidents qui se serraient les coudes aussi, pour ne plus avoir à revivre ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. On a été en mesure à chaque fois d'avorter leur tentative de retour chez nous. Donc ça a été très positif. Je vous ai parlé du bris du matériel. 2 ans après l'ouverture, on a été obligé justement de mettre plus de 50 000 $ de rénovation afin de pouvoir remettre le bâtiment un petit coup de jeunesse, quoi, dans le fond, même si ça faisait seulement 2 ans qu'il était construit. On avait beaucoup de fausses alarmes incendie parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans les espaces communs. Comme je vous l'ai dit, on pouvait arriver le matin à avoir 20 à 50 personnes qui pouvaient fumer dans les couloirs. Donc, ça me déclenchait les alarmes incendie. Pour vous donner une idée, en 2023, c'est 78 fausses alarmes incendie qui ont nécessité le déplacement des pompiers, avec une contravention de 2 700 $ à chaque déplacement des pompiers, qu'on a réussi à faire annuler par la suite, parce que justement, on a toujours été transparent sur ce qu'on vivait, que ce soit avec l'arrondissement, avec la ville, avec le SPVM, avec le CIM, toujours été transparent. Donc, le SPVM ont pu nous soutenir quand on faisait des demandes d'annulation des contraventions qu'on recevait auprès du service d'incendie de la ville de Montréal. Donc, somme toute, ça a été positif. Qu'est-ce qui nous a permis de diminuer ça? Augmentation de la présence des intervenants sur place, mais aussi modification du système d'alarme incendie. Au lieu que ça se déclenche à 2,3% de fumée dans l'air, ça se déclenche à 4,3% de fumée dans l'air, maximum de ce qu'on peut aller au niveau du cadre, du code de construction. Donc ça a été des choses qui ont été mises en place. Vous allez voir aussi les sonnettes qui s'éteignent. Ça, c'est très bête, hein, mais on est obligé d'avoir un intercom pour un bâtiment de la sorte. Nos résidents, parfois, ils veulent pas trop, ils veulent être tranquilles dans leur chambre, sauf que toutes les heures de la nuit, ça pouvait sonner pour venir chez eux. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous les arrachaient du mur parce qu'ils voulaient plus que ça sonne. Finalement, on a réussi, après maintes réflexions avec des électriciens, etc., d'avoir un petit bouton, tout simplement, pour l'éteindre et puis de le rallumer, qui a fait en sorte que maintenant, on a tous nos intercoms sur les murs. Grosse réussite. Ensuite, c'est sûr, caméras de surveillance. Au début, on ne voulait pas de caméras de surveillance dans le bâtiment pour justement protéger l'intimité de nos résidents. On ne voulait pas qu'ils se sentent observés. Finalement, ça a été eux qui nous ont demandé qu'on mette des caméras de surveillance. Maintenant, on a 9 caméras qui surveillent à peu près tout le bâtiment. Les résidents se sentent plus en sécurité. Et puis, ça nous permet aussi d'enlever parfois des soupçons qu'on pourrait avoir et puis vraiment d'avoir une meilleure idée sur ce qui se passe dans le bâtiment. Pareil pour la sensibilité détecteur, portes. Les portes, je pense qu'on les a changées tous au minimum 3 fois dans le bâtiment parce que chaque fois ont été défoncées pour n'importe quelle raison, parfois par le résident lui-même. Donc, renforcement des portes avec des hues métalliques, etc. Depuis, on n'a plus une seule porte de cassée. Donc, on voit que c'est plein de petites modifications qu'on fait au fur et à mesure du temps qui font que ce projet devient de plus en plus viable et de plus en plus accueillant pour nos résidents. Bien sûr, l'accumulation a été un des enjeux majeurs aussi qu'on a pu vivre. Et puis, je vais devoir m'arrêter là pour le moment, je suis désolé, mais
vous pouvez nous poser des questions par la suite si vous le souhaitez. Désolé. Merci. Merci beaucoup, Axel, Afsa, Patricia et Maude. Quelle belle séance. C'est vraiment intéressant, je trouve, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau municipal, mais aussi directement sur le terrain, puis de faire le pont entre tous ces paliers-là. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. Si jamais vous avez des questions, vous avez seulement à lever la main, puis il y a quelqu'un qui va venir vous porter un micro, un généreux bénévole qui est en arrière. On en voulait. Donc, on a une première question là. Salut, mon nom c'est Anne, je suis coordonnateur de prévention d'itinérance jeunesse à Dans la rue. Premièrement, merci beaucoup pour vos présentations. C'est toujours super encourageant de voir que la ville a une volonté de collaborer avec le milieu communautaire et les services sociaux. Puis merci Axel pour ta présentation, très inspirant. Faut que je te parle après. Ma question en fait, c'est dans le fond, ça s'intéresse plutôt aux options de logement au seuil, comme Axel vient de présenter. Nous, Dans la rue, on voit quand même des jeunes qui, malheureusement, se retrouvent dans les campements. C'est des jeunes qui ont des profils de très, très, très désaffiliés, en fait, qui se retrouvent là. Puis, c'est des jeunes qui, notamment, problèmes de consommation, santé mentale, tout ça. Puis, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à les loger dans des programmes comme les PSL ou tout ça qui c'est, comme vous avez dit, un petit peu plus cadré. Ma question, c'est est-ce que la Ville de Montréal est présentement en réflexion pour développer plus de projets au seuil présentement dans les prochaines années? On voit quand même beaucoup de gens qui, malheureusement, on n'arrive pas à les loger là, dans les projets existants. Puis je pense, entre autres, là, juste on the top of my head, comme ça, les projets d'habitation modulaire qui pourraient être intéressants dans ce contexte-ci pour du haut seuil. Fait que voilà, c'est ma question. Je peux commencer, vas-y. Ouais, Est-ce que vous m'entendez? ça marche-tu? Tu peux y aller, ça fonctionne. Ça marche? Oui, OK, excusez. Parce que je ne m'entends pas. Donc, en fait, c'est sûr qu'il y a des réflexions quand même. Là, mais bon, on est dans une période un peu étrange là, pour vous présenter tout ça aujourd'hui parce qu'il y a des élections dans 3 jours. Donc, si vous regardez un peu la plateforme là, des différents partis, vous allez voir qu'il y a ces propositions-là qui sont nommées parfois clairement, parfois moins clairement. Qu'est-ce qu'on va voir après? Je pense qu'on va peut-être pouvoir plus vous répondre dans les prochaines semaines, là, mais il y a quand même... je pense que les présentations qu'on a faites, là, ça démontre qu'on sait que c'est un besoin puis que ce que vous mentionnez, on est conscient qu'il y a des services qui ne répondent pas aux besoins des personnes qui sont dehors, puis c'est une priorité de travailler là-dessus. Après ça, je pense que la présentation... Ouais. C'est ça, donc comme le disait Maude, donc... à travers les 2 projets qu'on vous a présentés aujourd'hui, on comprend qu'il y a une volonté de la Ville de répondre à un besoin qui est reconnu par tous. Puis notamment avec le projet qu'on avait avec Axel, dont on a parlé tantôt, c'est sûr que ce projet-là, comme tu le mentionnais, comme vous le mentionniez, projet à haut seuil d'acceptabilité, c'est des projets qui sortent complètement du cadre. Puis comme Axel l'a mentionné, c'est des projets qui coûtent quand même beaucoup de budget, que ce soit en réalisation, parce qu'on doit compenser le fait que les personnes n'ont pas accès au PSL, et aussi en exploitation. Donc, c'est sûr que la volonté est là, mais en définitive, on dépend
aussi des budgets, de la disponibilité du budget. Donc, je peux vous dire qu'en toute simplicité, ça va dépendre des élections, et de 1, et de 2, ça va dépendre des budgets, de la disponibilité des budgets. Mais c'est sûr que moi, je suis confiante avec le projet qu'on a fait avec l'ANOMI. C'était un projet pilote, puis on s'est dit, c'est un projet, on va essayer une nouvelle façon de faire et on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. Après ça va dépendre des disponibilités des budgets. Juste un dernier mot sur les modulaires. En fait, c'était juste rappeler que c'est un projet pilote. Hein. Donc, on s'adapte au fur et à mesure qu'on avance là-dessus. Puis c'est pour ça qu'il a été imaginé plutôt comme pour le bas seuil pour l'instant. Il y avait une autre question ici. Bonjour. Madame, mon nom, c'est Patrick Gervais. Je vis dans une tente présentement. Tout ça, c'est suite à une opération que j'ai eu 7 chirurgies, 14 pontages, une réanimation cardiaque. Je me suis retrouvé dans la rue. J'ai fait une tentative de suicide. Puis, j'ai manqué mon coup, bête à dire, là, mais j'ai fait la connaissance d'un chien qui s'appelle Ruben. C'est mon sauveur de vie. Il n'y a aucun établissement à Montréal qui accepte les chiens. Un refuge ou quelque que ce soit. Il a fallu que j'aille à Ricochet, à Pierrefonds, pour qu'il ait accepté. C'est de valeur. Eux autres, c'est 30 jours. Hébergement, c'est 10 jours dehors. J'ai été mis dehors le 5 janvier. J'ai fait 14 jours dehors. Le 14e jour, c'est drôle à dire, parce qu'ils nous donnent des tentes pour qu'on puisse survivre pour un certain temps. C'est un démantèlement de la police qui est venu. Ils m'ont donné 2 minutes pour ramasser mes affaires, puis je me suis retrouvé sur le coin de la rue, à moins 25, avec mon chien. OK? Ils ont tout mis dans un container, un truc à vidange. Suite à ça, j'ai appelé de force Ricochet en broyant, en lui disant, écoutez, je suis dans la rue, là, je suis pogné. Ils m'ont accepté encore. Là, présentement, je suis dehors encore, parce que c'est 30 jours, 10 jours. Et ils ont beaucoup de demandes. Ils ont refusé à peu près 400 demandes dans les derniers jours. Moi, ça fait 4 mois là, que je suis dans une tente. Puis j'ai demandé de l'aide. J'étais exposé avec OBN, Oberry Mission, un logement à la Chine. J'ai été accepté tout. Lorsque j'ai montré mon chien, ils m'ont viré de bord. Parce que mon chien était trop gros. Mais mon chien est très propre. Au Ricochet, là, c'est des planchers en bras francs puis tout. Nos chiens, ils sont dans une cage, tout. On a une muselière, on a tout. C'est juste valeur parce que je suis obligé d'aller à Pierrefonds, puis je suis un résident de la Chine. Puis je suis refusé d'un logement à la Chine parce que j'ai un chien qui est mon sauveur de vie pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une vidéo sans traite en expliquant ma vie. Puis je trouve ça très rough. Il n'y en a pas de logement pour du monde qui ont des chiens. Sinon, c'est des logements à 1000$, puis on a soit 800$ d'aide sociale. On tourne en rond, on vit en rue de jour et jour, puis il faut se casser la tête pour nourrir nos animaux. Parce que si la SPCA passe, puis on n'a pas de manger pour notre chien, puis pas d'eau, il nous saisit notre chien. Puis grâce à Ricochet, mon chien a eu ses vaccins. Il a été micro-pissé, puis castré pour être en règle avec la ville. Je fais toutes les démarches pour ça, puis je suis toujours à l'arrêt tout le temps, des portes fermées. Puis la seule place où ce que je peux le dire à voix haute, c'est l'établissement Ricochet qui m'a accepté avec mon chien. C'est la seule affaire que je peux dire présentement. Je trouve ça juste de valeur que vous n'acceptez pas plus de personnes avec le chien dans les établissements. Donnez-nous une chance qu'on puisse vous montrer qu'on est correct avec nos animaux. C'est tout que c'est, je demande. Je vais justement dire, rebondir sur ce que monsieur dit, que justement nous on accepte les animaux au sein de notre bâtisse, puis on s'est rendu compte qu'on n'a eu aucun enjeu avec l'acceptation de ces animaux-là. On a eu, actuellement on a 2 chiens, 3 chats, on a eu 4 lapins, des écureuils, puis on n'a eu aucun enjeu dans le bâtiment. Fait que si ça peut encourager le monde à le faire, ben allez-y. Et juste pour mentionner aussi que dans les habitations modulaires, les animaux sont acceptés. Donc, c'est sûr qu'il y a des règlements. C'est pas des très, très grands espaces non plus. Puis, il y a la mission Oberry qui est là aussi, qui pourra vous dire exactement il y a combien de chats et chiens qui sont présents sur le site. Mais on était conscients de ça, puis on le prenait en compte. Puis bon, moi, je veux juste accueillir votre témoignage. Merci de l'avoir dit. Puis je pense que vous êtes vraiment à la bonne place
pour dire ça, parce qu'ici, il y a des gens qui sont de tous les paliers de gouvernement, il y a des organismes communautaires qui entendent aussi ce que vous dites avec les projets comme ça. C'est comme ça qu'on réfléchit, qu'on ajuste nos façons de faire. Donc, je veux juste accueillir votre témoignage, puis j'entends ce que vous dites, puis merci de l'avoir fait. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis de la coalition Jeunes Plus, affiliée à Dans la rue. Donc, je suis une jeune avec une expérience vécue. Ma question, c'est pour Maude. Vous avez parlé de consulter des gens avec expérience vécue pour un projet spécifique, mais je me demandais, sur le long terme, est-ce que vous pensiez peut-être intégrer la parole de gens avec du savoir comme expérientiel dans différents projets? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être faisable sur le long terme pour avoir une opinion de quelqu'un qui a déjà vu la chose de l'intérieur? Si je vous parle à mon point de vue professionnel, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on réfléchit souvent. Puis bon, je ne ferai pas une grande histoire avec la gouvernance rattachée au réseau de la santé, là, mais il y a quand même beaucoup de discussions qui ont déjà eu lieu. Puis bon, c'est pas évident là, non plus parce qu'on veut impliquer les personnes avec expérience vécue. On veut que ça donne quelque chose. C'est pas juste parler pour parler. Là. Donc, il faut aussi avoir les contextes parce qu'on sait que ça va bénéficier aussi à ces personnes-là d'être sur un comité. On ne veut pas qu'il y ait de token, pour reprendre cette expression anglaise. Mais oui, si moi je vous parle avec mon point de vue professionnel, j'aimerais qu'on ait davantage d'occasions de pouvoir travailler sur des projets qui impliquent ça. En même temps, des fois, quand on finance des initiatives, on le fait à travers les organismes communautaires aussi. On remet ça un peu dans la démarche qu'eux nous proposent quand ils déposent des projets. Bonjour, Marie-Noëlle Espérance. Encore de Dans la rue, désolée, on monopolise le micro aujourd'hui. En fait, bien, c'est sûr, j'ai la chance d'être assez au courant, en fait, de la gouvernance depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui deviennent grisonnantes dans le temps, qui ont pu connaître aussi l'évolution au niveau de la gouvernance à Montréal. Puis par chance, on a aussi des regroupements qui prennent la parole. J'ai une bonne réflexion qui m'est venue quand même parce que on a des instances qui se mettent en place et on va consulter des personnes. Je pense notamment à la grande démarche de l'OCPM. On a un beau rapport qui est quand même ressorti avec des points forts sur les campements dont vous avez peut-être pas eu le temps de parler aujourd'hui. Et malgré les bonnes personnes avec lesquelles on travaille dans l'organe fonctionnaire, il y a quand même des paliers de gouvernement avec élus. Comme vous dites, on est en élection à Montréal actuellement. L'année prochaine, avec le provincial également. Et on est des fois soumis à d'autres forces contraires. Donc, par exemple, la Ville qui soutient des projets et parallèlement des démarches de la Ville suite à des pressions pour faire démanteler des campements. Donc, c'est un petit peu incohérent. Également, je pourrais souligner le PL 103 actuellement à l'étude qui remet en question des questions notamment de cohabitation avec des organisations. Tu sais, on sait très bien qu'est-ce que ça peut être, des fois, dans la cohabitation, le défi par rapport à un respect des droits humains des personnes concernées et la dérangérosité de ce que ça peut appliquer. Donc, moi, j'aimerais ça réfléchir parce qu'avec la nouvelle instance, comment est-ce qu'on souhaite agir dans le temps pour être moins en mode urgence, réaction dans des levées de boucliers qui peuvent être basées sur différentes questionnements citoyens et de voir un peu plus dans le temps avec les organismes qui sont présents depuis des 30, 40 et plus d'années sur le terrain pour aider les personnes. Donc, est-ce qu'on cherche une espèce de continuité dans le temps? Est-ce qu'on va essayer de peut-être être moins soumis par rapport aux élus? Comment est-ce que vous voyez ça avec la nouvelle instance? Présentement, là, vous parlez du comité que j'ai présenté, c'est ça, la démarche du comité, quand vous faites référence à l'instance? OK. Exact. C'est juste pour pas... Je ne veux pas jouer sur les mots. C'est pas nécessairement une instance, là. On a appelé ça un comité ad hoc parce que, bon, dans le temps, là, il y avait une durée limitée. Après ça, au niveau professionnel, on se pose quand même des questions parce qu'on voudrait continuer à réfléchir avec ces personnes-là.
C'est sûr que dans le temps, c'est une question, c'est vraiment une réponse de fonctionnaire plate, mais c'est vrai qu'on est en élection, puis c'est dur de se projeter parce que les propositions sont quand même très différentes. Après ça, oui, je pense que ces apprentissages-là, cette démarche-là, elle a été très bénéfique. En tout cas, moi, professionnellement, j'en ai beaucoup bénéficié, puis j'aimerais qu'elle se poursuive, qu'on trouve des initiatives plus fréquentes pour discuter puis approfondir ce genre d'enjeux-là. Mais bon, est-ce qu'on va être moins soumis? Je veux dire, la ville, la façon qu'elle fonctionne, c'est quand même les élus qui influencent le travail des fonctionnaires. Donc, si on nous arrive avec des orientations, oui, on peut négocier sur la faisabilité, les rôles, les responsabilités, l'échéancier, on peut négocier plein de choses. Mais les personnes sont élues pour leur programme, puis au final, c'est leurs orientations qu'on doit les accompagner dans le déploiement de leurs orientations. Donc, je réponds pas, j'essaie de répondre. Mais donc, l'administration municipale, elle fonctionne pour mettre en œuvre et opérationnaliser la vision des personnes élues. Bon, je ne partirai pas le débat. Je vais laisser d'autres personnes pouvoir poser d'autres questions. Merci. Bonjour, Bahjat, directeur des programmes Centre Booth, Armée de Salut. Je voudrais commencer par une petite chose. Quand on veut, on peut. Un projet en 1 an et demi ou 2 ans, qu'on voit des fruits. Donc, même si parfois on parle de fluidité et des choses qui prennent du temps, non, il y a des projets qui peuvent être très rapides et on voit et c'est très motivant. Une des choses, en revenant au rapport que vous avez présenté au début, est-ce qu'il y a des interventions qui ont été proposées, faites ou mises en action en ce qui concerne la toxicomanie et la prévention ou la réduction des méfaits, car c'est un problème très important à Montréal. Merci beaucoup. Oui, mais dans le rapport, il y a des pistes de solutions qui concernent ça. Après ça, moi, je suis de la ville de Montréal, donc je ne peux pas parler pour le réseau de la santé. Je sais qu'ils ont développé plein de choses depuis l'année dernière, là, donc c'est pas... mais je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que le réseau de la santé a mis en œuvre en lien avec ça. Je ne sais pas si je comprends bien votre question, là, mais la ville, elle ne déploie pas de projet en toxicomanie. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? J'ai une question, une mini question, c'est pour Axel. Est-ce qu'il y a des âges? C'est quoi les âges pour votre hébergement à la maison? Comment Pour nous, dans le fond, c'est très simple, c'est à partir de 18 ans et plus. 18 ans et plus, et vous pouvez avoir un logement chez nous. Il nous reste encore comme 6 minutes. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on termine la séance? Main levée là-bas. Ah oui, parfait. Au fond. Bonjour. Est-ce que c'est correct en anglais? Oui. Okay, merci. Sorry, I just wanted to ask a question about, or kind of speak to the modular housing, which I think is a great initiative. But yesterday, we heard from the federal housing advocate, and when she's looking at the definition of, or when we're looking at the definition of housing, it's permanent. And so I just want to, from the 2019 National Housing Strategy, I just want to ask, in terms of like, what are the planned steps in 2 to 3 years? When the housing, I know there's an election coming, and we could be in a worse position than we are today. So how, and also I'm just thinking about, asking people to come in and participate in community and build community and then asking them to leave again. So where is the concept of permanency in terms of these modular builds? Je vais répondre en français. Est-ce que ça te convient? Non, pour répondre complètement à ta question, un des défis de la Ville de Montréal, c'est de trouver des sites. Donc, on ne se le cache pas, c'est une ville qui est quand même assez dense. Il y a très peu de sites qui sont disponibles.
Donc, on travaille dans ce cadre-là déjà au début. Donc, c'est sûr que là, on parle de 2-3 ans sur un site temporaire, mais on sait que, par exemple, je peux parler de l'hippodrome, c'est un site qui est en développement depuis très longtemps et que ça se peut que ça aille un petit peu plus longtemps. Pour ce qui est des personnes qui habitent à l'intérieur des habitations modulaires, en fait, c'est vraiment de l'hébergement de transition. Donc, les personnes vont transiter dans ces habitations-là pour éventuellement aller vers du logement social, logement permanent. Donc, ils sont vraiment là de manière temporaire. Et ça, c'est su dès le départ, en fait. Donc, ils sont vraiment là pour atterrir, pour, s'il y a un procès... Et ils le savent, oui, dès le départ, en fait, qu'ils sont là. Ça ne les empêche pas de créer un sentiment de communauté, de participer à la vie dans le day-to-day, en fait, dans cette habitation-là. Mais à terme, ils ne sont pas là pour rester longtemps, en fait. C'est vraiment temporairement. Thank you so much. I just want to add, though, in terms of that definition, if we think about housing, then maybe we want to think about language and think about if we're talking about a transitional housing in terms of the definition, it's a shelter. So just to kind of think about when we talk about housing and we're lacking permanency, maybe we just kind of consider that at the municipal level as well. Thank you. Merci. Oui, vas-y. Ouais. C'est la langue, là, ça se traduit par housing, modular housing. En français, on a 3-4 termes. Oui. Bonjour. C'est juste pour demander comment est-ce qu'on peut envoyer un formulaire ou une application pour les habitations modulaires. Donc, là, ça tombait à la mission de Brewery qui est là aujourd'hui. Ils ne vont pas vous donner le procédure, mais donc il y a un courriel là, que vous allez pouvoir remplir. OK, merci. Peut-être le temps pour une dernière question, si jamais il y a une question brûlante dans la salle. Pas de dernière question. Dernière chance. Merci tout le monde. Merci pour vos bonnes questions.